Bien, alors ce matin, on va écouter une excellente intervention de Georges Fenech, pour lequel je n'ai pas forcément énormément d'admiration, ou que il m'a jamais tellement retenu mon attention, étant donné que ses interventions sont souvent très, voilà quoi, très fades, très consensuelles. Enfin, il n'y a jamais rien d'extrêmement vigoureux ni opportun dans ses interventions sur CNews. Mais là, je dois dire que je retiens ce passage qu'on va écouter ensemble, et je peux vous dire que là, il est excellent. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Pascal Praud, ce matin, il disait, mais c'est du bon Fenech, là, mais ça semble rare, du bon Fenech. Bien là, on a effectivement du bon Fenech, et je vous invite, avec une petite introduction, à réfléchir sur cette instrumentalisation de la peur, qui effectivement est extrêmement grave, et révèle peut-être une forme de fin de règne de la part de Macron, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise, tout ça est tellement grotesque. Le pire, c'est que des Français qui sont sensibles à ça, c'est ça qui est dingue. On écoute. Les rassurait François Mitterrand ou Jacques Chirac. Dans une crise comme celle-ci, il faut du calme, de la détermination tranquille, une communication mesurée, la plus réduite possible, et surtout éviter toute exagération ou provocation, notamment face à des dirigeants qui n'ont pratiquement pas de limite comme Vladimir Poutine. Parler d'impérialisme révisionniste à propos de la Russie, ça n'apporte rien. Et pourquoi cette montée en tension soudaine ? Parce qu'il est comme ça, c'est sa manière de gouverner. Et puis tant qu'on parle de guerre, plus personne ne parle de la démission du gouvernement ou d'élections anticipées. Et surtout, ça évite de parler des sujets qui fâchent, comme la réduction de la dépense publique ou le rééquilibrage du régime des retraites. Analyse de l'éditorialiste politique que vous êtes. Vous savez, quand on regarde en fait l'histoire d'Emmanuel Macron, il a souvent, je veux dire, fonctionné avec la peur. D'ailleurs, il a été élu sur la peur. Hein. C'était la peur du populisme, c'était la peur de l'extrême droite. Il a gagné ses élections à 2 reprises comme ça. Il a, j'allais dire, géré la crise sanitaire, là aussi, en jouant quand même malgré tout sur la peur et le sentiment de peur que provoquait cette crise du Covid. Et aujourd'hui, en effet, il trouve d'une certaine manière, il l'avait déjà trouvé en 2022 au moment de l'élection présidentielle, ce qui d'ailleurs l'avait vraisemblablement particulièrement arrangé électoralement, avec le sujet de l'Ukraine, le moyen là aussi de gouverner par la peur. Oui. Ça fonctionne pour l'instant. Dans l'immédiat, ça fonctionne toujours. Oui. Quand on regarde d'ailleurs les sondages, on voit bien qu'il y a une grande inquiétude qui est exprimée. Alors après, il faudrait regarder d'ailleurs un peu plus précisément ce que signifie cette inquiétude, parce qu'il faut... Non mais tout le monde en parle aujourd'hui. Oui, les gens vous interpellent, les gens ont peur, vraiment. Il y a quelque chose qui me surprend. Si vous voulez, on a dit on appartient à une génération où on nous a dit pendant des décennies, l'Europe c'est la paix. Ouais. C'était comme ça, hein. L'Europe c'est la paix. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement... quelle est la dominante du discours européen, c'est de dire il faut se préparer à la guerre face à l'Ukraine. Bon. Mais c'était la paix à travers quoi ? L'économie de marché, avec ce monde très heureux du monde libéral, sans frontières, mondialiste, etc. C'était ça aussi l'idée. Ce qui me stupéfait aujourd'hui, c'est cette opération de très grande envergure, magistrale, que je qualifie moi de grande manipulation mentale, qui est orchestré par notre président. Pourquoi je dis ça ? Parce que les sondages montrent que l'opinion a tendance à le suivre. Pour le moment. C'est-à-dire qu'on est en train d'agiter la peur du char soviétique à Paris, sur les Champs-Élysées. En 80. Rien n'a dit. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'on attend pour réagir et se réveiller ? Il y en a très peu. Il y a Hervé Morin, que je vais écouter tout à l'heure sur notre antenne. À 10h. Très bien les choses. Vous avez François Fillon qui le dit. Vous avez Henri Guénaud, Pierre Lelouch, ils ne sont pas nombreux. Vous avez actuellement Philippe de Villiers, quand même. Oui. Et Philippe de Villiers, qui le dit très bien, et son frère également. Mais ce que je crois, c'est que là, on est en train de jouer les pompiers pyromanes. On veut faire quoi ? Allumer un feu. Et quel feu ? Voyez-vous ? Pour pouvoir l'éteindre et se maintenir et se présenter comme le grand protecteur de je ne sais quoi. Donc qu'il y ait une menace cyberattaque, etc. de la Russie, c'est une réalité. Mais de là à nous faire croire que la guerre est à nos portes,
c'est extrêmement grave. Bien sûr que c'est extrêmement grave. Et on voit bien que là, il y a une forme de délire présidentiel qui n'est pas suivi par les autres chefs d'État européens même. Bon, von der Leyen, oui, elle est de mèche, parce qu'elle aussi, elle a plein de casseroles au cul. Mais il y a vraiment un contre-feu qui a été initié par Macron. C'est machiavélique, comme toujours. C'est dangereux, évidemment. Et ça crée dans la France un climat anxiogène qui est très néfaste pour le commerce, les affaires et pour la vie de tous les jours. Il faut savoir qu'en France, les gens oublient qu'il faut que l'économie fonctionne pour qu'on puisse continuer à se nourrir, Il faut échanger dans une société humaine. L'échange, il n'y a pas de société qui fonctionne sans échange. On l'a vu avec les régimes totalitaires. Ils éprouvent et ils appauvrissent leur population. Donc nous, on est en train de s'orienter vers un système type soviétique, c'est-à-dire une société égalitaire qui déteste le profit, qui déteste l'argent, mais les élites, elles, vivent confortablement dans des châteaux, dans des palais, il n'y a pas de problème. C'est le petit peuple, la classe moyenne qui va être secouée et dont on va serrer la vis par une fiscalité monstrueuse qui va empêcher les gens de vivre, je dirais, correctement. Et ça va, par le même coup, engager des désinvestissements, des gens vont retarder leurs achats et tout cela, ce qui va avoir un impact sur l'économie globale et donc générer, bien entendu, beaucoup de pauvreté et également beaucoup de faillites et du chômage. Tout cela est mortifère, tout cela est catastrophique et il faut dire que nous sommes une minorité à penser et analyser les choses de cette manière. Ça ne nécessite pas, voyez-vous, un QI extraordinaire, ça mérite, vous voyez, ce type de raisonnement que je vous tiens. Je pense que j'ai une intelligence moyenne, hein, j'ai jamais prétendu être plus intelligent qu'un autre, loin de là, j'ai simplement, partout dans ma vie, j'ai toujours été ce qu'on appelle quelqu'un de moyen, et dans l'école, j'étais dans la moyenne, j'ai toujours été moyen, et donc, je pense qu'une intelligence moyenne est en capacité de comprendre ces choses-là, et je m'étonne que cette intelligence moyenne, qui est partagée normalement par la majorité, ne conduise pas à avoir ce type de raisonnement que j'ai, qui n'a rien d'extraordinaire. C'est juste un raisonnement qui découle d'une observation de certaines conséquences que l'on arrive à développer par rapport à des faits que l'on constate. La manipulation, elle est évidente. Le Covid, tout cela, on le sait. Il suffit de s'informer un petit peu et avec des informations à notre portée. Il n'y a pas besoin d'aller pêcher des grands intellectuels, des grands philosophes ou je ne sais, des grands savants pour envisager la situation sous l'angle où on l'envisage. C'est vrai, d'une manière, tout cela est modeste, mais malgré tout, si tous on avait ce raisonnement, je pense qu'on aurait une société qui se porterait un peu mieux. Malheureusement, ça ne porte pas. Malheureusement, on nage dans la bêtise, on nage dans l'ignorance, et il semble qu'il n'y a rien à faire pour sortir les gens de cette ignorance qui devient pathologique, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.